Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, cette semaine, on va débattre puis discuter, je vais dire plutôt discuter d'un sujet qui est pas simple, mais qui transcende toute l'actualité politique au Québec, au Canada, puis je dirais même en Occident, la question de l'immigration. On va recevoir Anne-Michèle Meigs, qui a publié il n'y a pas si longtemps « L'immigration au Québec, comment on peut faire mieux » avec une préface de monsieur qu'on connaît, Pierre Fortin. Ça vaut la peine de lire parce que c'est une série de chroniques qu'elle a publiées dans l'autre journal. Elle est collaboratrice à l'autre journal, mais elle a été aussi directrice planification au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Travaillé à l'Office de la langue française. Elle a travaillé du côté canadien aussi, ontarien. Bref, elle connaît bien le sujet de l'immigration. Anne-Michèle, bonjour. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Alors, on va t'entendre tout de suite après la première pause musicale. Et il y a notre ami Éric Bouchard qui est avec nous, qui va intervenir dans la deuxième partie de l'émission, qui intervient souvent dans notre émission sur la langue française. Salut, Éric. Salut! Alors, toi, la langue, l'immigration, mettons qu'il y a quand même là des enjeux importants. Exactement, mais il faut faire des liens. Oui, il faut faire des liens. C'est ça qu'on va faire. Oui, tout à fait. Puis on va en discuter avec toi, notamment, puis Anne-Michèle, dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, je reçois le directeur de la station. Comment ça va? Bonjour Jacques, ça va bien, toi? Ben oui, Merci tout à de me fait. recevoir. Ben oui, tu fais pas souvent de radio, mais là, tu as fait Charles Gaudreau. Hey, deux dans la même semaine, là. C'est quasiment hein? Ouais, c'était un record. Un record. Tu as publié une lettre d'opinion dans Le Devoir au début de la semaine, une démocratie branchée sur nos valeurs ou sur des serveurs californiens où tu abordes de plein fouet toute la question de l'avenir des médias locaux, de l'information locale et du rapport, justement, que ce soit journaux, radio, télé locale, avec les pouvoirs politiques au niveau municipal, national. C'est quoi l'objectif de cette lettre ouverte, Éric? C'est qu'il y a un comportement, malgré nécessairement, qui est néfaste présentement parce que on a tendance à alimenter les médias sociaux au lieu de penser aux médias locaux. Et ça a de l'impact parce qu'on amène tous ces gens-là sur d'autres plateformes. Et chez nous, on le vit encore plus fort parce qu'à Longueuil, on est très proche de Montréal, on vit dans le débordement. Donc, c'est facile d'alimenter les médias montréalais. Donc, présentement, nous, on s'en sort, mais on voit qu'à moyen et long terme, ça peut avoir des conséquences. Oui. Parce que un des faits importants qu'on a, nous, c'est l'information locale. L'information locale, présentement, elle a tendance à traverser le fleuve et à informer les médias montréalais avant de... Nous, on soit informés pour sortir cette information-là. Ça, c'est pas un phénomène nouveau, là. D'ailleurs, on avait organisé un colloque il y a quoi, un an, 2 ans, sur la question où j'ai participé. Le sommet des médias locaux. Et ça a-tu percolé, cette histoire-là? Y a-tu eu une réponse quelque part à Québec, à Ottawa, à Longueuil? Je suis tu m'amènes là-dessus. Oui, en vrai, ça fait du chemin et il y a une raison aussi de ma lettre là-dedans, c'est qu'à Québec, ça fait du chemin. OK. Parce que, présentement, ils sont en train de travailler sur un projet de loi pour la publicité nationale pour que ça soit réservé pour les médias locaux. Fait que, oui, à quelque part, ça a été peut-être un peu l'embryon, notre sommet là-dessus. Même si les politiciens n'ont pas trop participé, mais il y a quand même des messages qui se sont rendus à Québec et à Ottawa, et ça chemine présentement. Là, il y a un projet de loi. J'ai hâte de voir s'il va être déposé avant la fin d'année. Après ça, il y a d'autres défis pour le restant de l'année pour que ça soit nécessairement tout accepté. Mais, oui, à quelque part, il y a quelque chose qui avance dans ce sens. Ça, c'est bon. C'est pour aussi, la lettre, c'est pour un peu te donner du gaz. J'ai entendu parler un peu par notre association que oui, il a besoin d'appui, il a besoin de réflexion et tout ça. Puis on est content à date que le gouvernement chemine. Parce que ça, on sait, ça part un peu de M. Parizeau en 1996 qui avait fait un énoncé qu'il y avait 4 des dépenses gouvernementales qui étaient réservées aux médias communautaires. Parce que les médias communautaires, à l'époque, correspondaient à 4 Aujourd'hui, c'est plus. Oui, bon. Ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande plus, donc à 8 à peut-être à 12 là, donc, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Moi, je me rappelle, puisqu'on parle d'information locale, quand la presse s'est transformée en OBNL, que les démarrés ont décidé que la presse était finie, bon, ça reste quand même un journal national, mais surtout, je voulais parler des coops de l'information, là, quand on a regroupé en coopérative Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune. Je me rappelle, on allait frapper à la porte des politiciens, des politiciennes, des députés, on leur disait « Hey, soyez conscients que si ça disparaît, ça, qui va vous couvrir politiquement? Qui va venir à vos conférences de presse? C'est pas Facebook, là, puis c'est pas Google, puis c'est pas Amazon. C'est un peu ça que tu dis. C'est la même chose à Longueuil. Les médias,
présentement qu'on a à Longueuil, c'est 2 médias communautaires qui ont pignon sur eux à Longueuil. C'est 2 médias communautaires. Le Courrier. Courrier, c'est rendu à Candiac. OK. Puis c'est pas un média communautaire, c'est pleinement privé. Donc, tu parles FM 103.3. FM 103.3 et la télé communautaire. Ah oui, bien C'est le sûr, bien territoire de sûr, Longueuil. bien sûr, tout à fait. Ta lettre, là, puis elle pose de vraies bonnes questions, mais ici, dans l'Adelot ou à Longueuil, ça doit résonner quelque part. Là. Ça va bien avec les élus des différentes villes? Il y a un lien de communication où on le vit concrètement, ce problème-là? Il y a un lien de communication, mais on le vit. C'est pour ça qu'à quelque part, on le fait ressortir dans cette lettre-là. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de dossiers, puis on a vécu un la semaine passée avec la Ville de Brossard, qu'on découvre le matin. Il y a un dossier sur des investissements avec photos, texte, tout le kit, et que nous, on se rend compte dans la presse le matin, OK, y a-t-il une conférence de presse? Y a-t-il un communiqué? Souvent, on n'a rien du tout. Fait que c'est ça, quelque part, au moins qu'on soit en même temps sur l'information. En fait, tu l'apprends en écoutant la télé ou en lisant le Journal national. Oui. Je l'apprends le matin à 5h30 en même temps qu'Harry-Paul, quand on fait avec la presse. Fait que ça, c'est un peu... Ça, c'est décevant. On devrait partir tout le monde en même temps. Mais on doit souffrir de notre proximité géographique. C'est facile de transférer à Radio-Canada ou de la presse au devoir. Tu sais, moi, je viens de Thetford, je viens d'une région. Quand bien même t'appellerais à la presse pour couvrir un dossier de la région de Thetford sur la revitalisation économique, il y a des grosses chances que ce soit le journal local qui parle de toi. Ici, on doit souffrir quand même de cette proximité-là. Bien, c'est pas une question de proximité, c'est qu'on alimente directement ces médias-là. Ils sont alimentés. C'est-à-dire qu'on prépare trouve les dossiers avec eux. On trouve que c'est plus payant d'aller au national plutôt que de passer par le local. C'est une question de visibilité. Nous, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est au moins de partir en même temps. Oui, d'avoir la même information. Diffuser la même information en même temps. Et nous, on va la formater pour le citoyen. Oui, tout à fait. Pas pour le national. Tout à fait. Éric Tétrault, c'est excellent. Puis j'espère que si le colloque a percolé du côté de Québec, j'espère que la lettre ouverte va percoler dans l'Adelot, puis va percoler ailleurs, parce que c'est un vrai débat. En termes de démocratie, une société démocratique, bien, ça te prend de l'information, puis de l'information journalistique, là, du travail journalistique d'enquête, pas juste des chroniqueurs qui font des déclarations à TV ou encore des déclarations sur Facebook ou sur X. Merci infiniment de ton passage. Ça fait plaisir, merci. Après la pause, avec Anne-Michel Meg, on parle immigration. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai dit en introduction, c'est une émission un peu spéciale quand même où on va parler d'immigration, on va jaser d'immigration. Je l'ai présentée au départ et elle est toujours avec nous. Anne-Michel Meg, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, une ancienne du ministère de l'immigration, responsable de l'accueil. Oui. Ben, là, j'étais directrice de la planification et de la reddition de comptes. À Québec. Mais tu as été à Ottawa, tu as été en Ottawa, Ontario. là, j'étais dans des langues officielles, j'ai été dans les affaires constitutionnelles. En tout cas, c'est une longue histoire. Et auteur aussi, l'immigration au Québec, comment on peut faire mieux? C'est à lire, ça vaut vraiment la peine. Une série d'articles qui sont parus dans l'autre journal. Et notre ami Éric Bouchard qui va surtout intervenir dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est pas interdit quand même de réagir à ce que Anne-Michel nous explique. Excellent livre. Excellent livre. Moi, je l'ai lu As-tu appris? en Grèce As-tu appris il y a 2 quelque ans. chose? Non, mais j'ai appris. C'est vraiment... C'est la Bible pour comprendre. La Bible, rien de moins. Livre mais de vacances, j'aurais jamais pensé, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, Anne-Michel, moi, ce que je voulais faire, c'est que d'abord, on comprenne de quoi on parle quand on parle d'immigration, parce que, honnêtement, moi, je commente de façon presque quotidienne dans les médias cette question-là. On se parle régulièrement, d'ailleurs, parce que tu fais mon éducation, puis tu fais l'éducation de bien du monde là-dessus. Mais pour le public, là, qui entend parler M. Roberge en ce moment, ou qui entend le premier ministre du Québec, M. Legault, faire une conférence de presse à Montréal, puis dire que l'immigration est responsable du phénomène de l'itinérance. Puis là, on pourrait les empiler, là, tous les biais puis les informations fondées ou non qui sont dites là-dessus. Je veux que tu m'expliques comment ça marche au Québec, l'immigration. L'immigration permanente, les travailleurs temporaires, les étudiants, les réfugiés. Comment ça fonctionne? Bon, je vais faire de mon mieux. Je veux juste prendre 2 secondes pour te remercier d'être si attentif à cette question-là. Oui, c'est l'avenir du Québec, c'est l'avenir du monde, là, de bien comprendre l'immigration. Mais ce qu'on ne faut jamais oublier, qui est au centre de toutes ces décisions et des chiffres et tout ça, c'est la personne. Les humains. Les humains, la personne qui a pris la décision de sa vie de quitter son pays
et s'installer quelque part ailleurs où il connaît personne. Puis, ça fait que ça, là, faut pas l'oublier. Mais là, je vais rentrer un peu dans les affaires plus administratives pour expliquer qu'il y a 3 différents statuts d'immigration au Québec. Je vais expliquer les 3 types et comment chaque type est géré. Comment on s'est trouvé dans la situation qu'on est aujourd'hui. Il y a l'immigration permanente. Ça fait référence à des personnes qui ont obtenu un visa de résidence permanente. Les résidents permanents ont tous les mêmes devoirs et droits que les citoyens, sauf le droit de vote et de se présenter. Parce qu'ils ne sont pas encore citoyens canadiens. Non, mais ils ont accès à tous les services, mais ils ont d'autres devoirs de payer des impôts puis tout ça. Là, ils ont les mêmes devoirs de tout le monde. Mais leur parcours d'immigration est terminé. Tout est réglé. Il n'y a plus de renouvellement de quoi que ce soit à faire. Toutes les procédures sont faites. Quand le gouvernement du Québec parle des seuils, là, 55, 45, 35, 25, c'est de ça qu'on parle. Oui, je vais l'expliquer. Bon, l'immigration temporaire. L'immigration temporaire, ça fait référence à des personnes qui ont obtenu un permis temporaire de travail ou d'études. C'est-à-dire un permis avec une date d'expiration. C'est temporaire, c'est ça que ça veut dire. Et la loi canadienne prévoit que les personnes quittent le pays quand leur permis expire. C'est ça l'idée. À moins qu'ils ont trouvé une façon de trouver un autre type de permis ou d'avoir la résidence permanente. Et c'est ça. Il y a bien au-delà d'une centaine de différents permis de travail. À ce point? Ah oui. Avec différentes conditions, différentes durées. La durée peut varier entre 6 mois et 3 ans selon le type de permis. Ces personnes-là, et ça, je reviens à comment les choses le vocabulaire qu'on entend dans le débat, sont comptés comme les résidents non permanents. Par Statistique Canada. Jusqu'à temps que leur demande, jusqu'à temps qu'ils deviennent résidents permanents pour les estimations démographiques. Le 3e type, c'est des demandeurs d'asile. Ça, c'est des personnes qui sont arrivées au pays et ils demandent d'être reconnus comme réfugiés selon la loi internationale une fois arrivés au pays. Les autres, ils sont aussi comptés dans les résidents non permanents parce qu'ils n'ont pas encore leur résidence permanente. Donc, comment ils sont gérés? L'immigration permanente est planifiée, dans le sens que le Québec établit le nombre de personnes qui vont avoir la résidence permanente chaque année. Et périodiquement, le 2, 3, 4 ans, on donne des objectifs sur cette période-là. Donc, les fameux seuils dont tu parlais, on établit un seuil général, c'est-à-dire le volume total, ainsi qu'un seuil pour chaque catégorie de l'immigration permanente. Parce qu'il y a l'économique, des gens qui viennent pour travailler, puis tout ça, et il y a des familiales, la réunification familiale, et il y a l'humanitaire. Ça, c'est des réfugiés qui sont reconnus soit à l'étranger avant d'arriver, soit au Canada. Et chaque année, un plan annuel est déposé, normalement avant le 1er novembre, avec les seuils ou des cibles de nombre de résidents permanents l'année suivante. Tu es allé en consultation encore cette année, toi, là-dessus? Oui, cette année, la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Comme je dis, la période, ça peut varier, mais c'est toujours plus qu'1 an. Et si je ne m'abuse, rapidement, tu me réponds par oui ou non. M. Roberge, là, quand il a annoncé que ce serait à 45 000 le seuil, c'est exactement en lien avec les consultations qui ont été faites. C'est ça. OK. Et c'est 45 000 pour les 4 prochaines années. L'autre chose par rapport à l'immigration permanente, c'est dans la catégorie économique, ils sont sélectionnés on sélectionne des personnes avec des caractéristiques qui répondent aux besoins démographiques, socio-économiques et linguistiques du Québec. La question de sélection est super importante. Les analyses ont déterminé les caractéristiques qui contribuent à une intégration rapide au Québec, par exemple le niveau de compétence du français, le niveau de scolarité, le domaine d'études, l'âge, l'expérience du travail. Puis les points sont accordés pour chaque caractéristique et plus de points veut dire plus de chances d'être sélectionné. Donc, on t'accorde des points sur ta capacité à parler français ou le secteur dans lequel, mettons, tu as étudié, je ne sais pas, moi, comme ingénieur civil. Oui, on sait quelles formations sont en demande au Québec. Et le Québec a sa propre grille de sélection. C'est la seule province qui fait ces choses-là.
déterminer les volumes. Il sélectionne selon ses propres... Donc, le Québec contrôle ça. Oui. OK. Donc, pendant des décennies, la loi était faite qu'il fallait faire une demande d'immigration permanente de l'étranger. Ça faisait en sorte qu'avant l'arrivée, les demandes étaient traitées, la demande qui obtenait le minimum de points nécessaires. Le Québec donnait ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec, un CSQ. Et ça donne la résidence permanente du fédéral, automatiquement grâce à l'accord Canada-Québec, à moins qu'il y ait des problèmes de sécurité ou de santé publique. Mais donc, avant quelle année tu faisais ta demande à partir de ton pays d'origine? Ça a changé au début du siècle, autour de 2003-2004. OK. Pourquoi ça a changé? Parce que ça avait l'air normal dans le temps. Mais je vais continuer à l'expliquer un peu. OK. Parce que ça, là, donc, quelqu'un fait leur demande de l'étranger, il reçoit leur CSQ, leur résidence permanente, ils arrivent, c'est fini, comme j'ai dit. C'est réglé. Temporaire, et on appelle ça un système à une étape. Bon, pour l'immigration temporaire, il n'y a jamais eu de planification. On n'a jamais fixé un plafond. On n'a jamais fait vraiment de sélection. C'est des établissements de postsecondaire, c'est des employeurs qui décidaient qu'on a besoin de ce genre de... Tu as parlé de travailleurs, mais tu n'as pas parlé d'étudiants tantôt. Les étudiants... c'est ça. Les étudiants sont dans les temporaires. Oui, les permis d'études, ça veut dire... Oui. Ça fait que... donc, il n'y a pas de sélection en fonction des besoins à long terme de la société. C'est vraiment là... On a... Même pas pour les compétences linguistiques. Il n'y a pas d'exigence. Il y en a pas. Pour les temporaires. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'au début des années 20, comme je dis, l'obligation de faire une demande de l'étranger a été éliminée. Les personnes déjà au Québec pouvaient faire une demande de résidence permanente. Et ça, donc, on appelle ça l'immigration à 2 étapes. Et on a viré vers ça de façon équitable. Mais le fait qu'on met un plafond sur le nombre de résidents permanents, mais pas sur le nombre de permis temporaires, a créé une situation intenable. L'immigration temporaire a pris presque toute la place dans les dernières années. En 2024, il y avait 51 000 personnes qui ont obtenu la résidence permanente au Québec. Mais au début de cette année, selon les données, je vais dire de Statistique Canada, il y avait 562 000 résidents non permanents au Québec. OK. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur le pourquoi que ça a explosé chez les travailleurs temporaires et chez les étudiants. Avant d'aller à la pause musicale, il nous reste 1 minute et demie à peu près. OK. Bon, là, je vais sauter... parce que là, l'immigration temporaire, c'était surtout bas salaire puis tout ça. Mais on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Les demandeurs d'asile, il reste du temps. Ça, c'est presque impossible de planifier parce qu'on ne sait pas qui va demander la résidence permanente. Et tout le monde arrive au Canada, au Québec, légalement. À part de quelques-uns, là, il y en a presque plus maintenant qui passent la frontière. Et donc, c'est une grosse différence par rapport à l'Europe. Il ne faut pas penser que les gens sont ici de façon illégale quand ils arrivent avec un visa. Donc, c'est très bon. C'est très clair. Donc, il nous reste 30 minutes après la pause. Hein? OK. Fait qu'on n'essaye pas de tout passer dans le... Juste pour dire que c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe des demandeurs d'asile. Donc, on fait une ligne dans les seuils pour le nombre, mais c'est pas mal une estimation. Au retour, Éric Bouchard voulait commenter. Donc, on commencera avec Éric et après la pause, on poursuit cette discussion sur l'immigration. Alors, on est de retour à Franchement les Tourneaux, notre spécial sur l'immigration où on s'est dit, on veut prendre le temps de jaser puis de bien comprendre comment ça fonctionne. Les mythes, les réalités. C'est quoi la réalité de l'immigration au Québec? Anne-Michel Meigne nous a fait quand même un bon résumé. 3 statuts, des résidents permanents. Ce qui se débat là, tout souvent dans les journaux, là, c'est-tu 35 000, c'est-tu 55 000, c'est-tu 25 000? Ça, c'est la réalité des résidents permanents qui éventuellement pourraient devenir citoyens ou citoyennes canadiennes. Il y a tout le temporaire. Ça, le temporaire, ça l'a explosé ces dernières années. Les travailleurs migrants temporaires, les étudiants étrangers. Ça, on va y revenir tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Et il y a bien sûr la notion de réfugiés qu'on n'a pas tant abordée, donc peut-être qu'on pourra recouvrir cette question. Mais avant d'aller à la
la pause, Éric Bouchard, il levait la main, puis il voulait poser une question à Anne. Alors, vas-y, mon Éric. Bon, histoire de comprendre, avant même de se dire pourquoi ça a explosé, moi, j'essaie de comprendre comment ça a changé le système. Ce que je comprends, c'est que le Québec, avant, avait une grille de sélection pour les immigrants économiques, puis il y avait un paquet de critères. Puis si tu cochais assez de points, bingo, tu gagnais ta résidence permanente, puis tu pouvais immigrer ici. On a changé le système, et là, on a dit, dorénavant, les temporaires, des gens qui... Il y a toujours eu des temporaires. Si moi, j'ai une amie, je veux dire, elle est venue comme étudiante temporaire au Québec. Elle étudie avec moi à l'Université de Montréal, puis après ça, elle est obligée de retourner en Catalogne pour, après ça, faire une demande officielle pour s'en venir ici. Là, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on a changé, c'est que finalement, les immigrants temporaires n'ont plus à retourner. Ce n'est plus temporaire. Donc, ils peuvent rester sur le territoire et le gouvernement québécois choisit dans le bassin de ceux qui sont déjà ici. Ils peuvent choisir du monde d'ailleurs, mais maintenant, on se dit, c'est du monde qui sont déjà intégrés, qui techniquement devraient parler le français, qui techniquement devraient connaître la culture, qui techniquement... Travaillent dans un secteur d'activité où on n'est pas techniquement, ils besoin. devraient vraiment bien s'intégrer. C'est ça que moi, je comprends. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? C'est à peu près ça, là. C'est justement quand ton ami n'aurait pas eu à retourner à Barcelone pour faire sa demande. C'est que... et donc, tout le monde qui arrive avec un permis de travail... Avant, c'est ça. Temporaire, c'était temporaire. Tu quittes à la fin de ton permis d'études ou ton permis de travail. Tu retournes chez toi. Puis, dans tout ça, je veux juste dire qu'on ne parle pas... la catégorie des travailleurs agricoles saisonniers, c'est une catégorie à part. Ça existe partout dans le monde. Ils viennent pour 8 mois par l'année. Ce n'est pas la même genre de choses ici. Ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à combler des postes qui étaient supposés d'être temporaires. Tout le programme de travailleurs étrangers temporaires est perçu, par écrit, c'est encore ça, comme un dernier recours. Mm-hmm. Tu trouves pas, là. Mais là, on a allégé toutes les conditions possibles pour qu'ils puissent faire venir et on ne s'assure pas que c'est un poste pour une période déterminée. On comble les postes permanents avec des gens avec un permis qui disent qu'ils doivent quitter. Mm-hmm. Et j'ai l'impression, des fois, que même les employeurs ne comprennent pas ça. Les petites et moyennes entreprises en région, des fois... Là, les employeurs comprennent qu'il manque de main-d'œuvre, puis ils font des pressions sur le on va gouvernement pour faire venir des travailleurs On va temporaires. pouvoir renouveler et ils vont pouvoir éventuellement, grâce au paquet d'autres choses, ils vont pouvoir rester. Ils ont tous l'impression qu'ils vont pouvoir rester avec un permis, avec une date d'expiration. Alors, quand Mais on on leur s'entend qu'ils ne pourront pas tous rester. Parce que s'il y en a 50 000 par année qui sont acceptés, puis parmi ces 50 000-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a du regroupement familial, il y a d'autres catégories. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que la partie des immigrants économiques sur 50 000, disons là, 35 000, on va inventer un chiffre. Fait que sur le 500 000 et plus travailleurs étrangers temporaires qui sont sur le territoire québécois, il peut s'en écouler seulement 35 000 par année s'ils viennent tous des travailleurs étrangers temporaires. Fait que ça va prendre une éternité avant que ces travailleurs étrangers temporaires-là puissent avoir réellement accès, ce que je comprends, à la résidence permanente. Je veux clarifier deux choses. Un, c'est qu'on a encore un système de points. Ça fonctionne un peu différemment, mais il y en a encore des points qui doivent s'accumuler. Par exemple, un travailleur qui est dans une usine d'abattoir de poulet. Là. C'est-à-dire que, bon, il y a une échelle de compétences de français de 1 à 12. Il faut avoir au moins un 7 pour certaines... Mais si tu viens du Guatemala, tu ne parles pas français, là? Si tu en as 8 ou 10 ou 11, tu as plus de points. OK, mais tu viens du Guatemala, là. Tu arrives dans un abattoir de poulet en Montérégie, là. Tu ne parles pas français, là? Non, ça, c'est temporaire. Oui, c'est un temporaire, je comprends, mais... Moi, je parlais du système de permanent. OK, parfait. Puis, justement, l'autre chose dans la planification et la gestion, c'est que quand c'était un système à une étape, c'était assez proche de le nombre de résidences permanentes. CSQ qu'on donnait était le nombre de personnes qui allaient arriver l'année suivante. Mm-hmm. Tandis que dans un système à 2 étapes, puisque les gens sont déjà ici, puis ils changent de permis, puis éventuellement ils sont ici depuis longtemps. Donc, quand on compte, justement,
les 50 000, 55 000, ou dans la catégorie économique, le 36 000, whatever, c'est l'année prochaine, ça va être 29 000. C'est des gens qui, la plupart vont être déjà ici. C'est pas des nouveaux arrivants. C'est pas des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, quand on va arriver à parler de capacité d'accueil, c'est pas comme ça là, il faut compter. Puis l'autre façon qu'on compte, c'est on compte le nombre de personnes avec des permis. Mais ça aussi, c'est pas nécessairement, à moins que tu es vraiment sûr que c'est le premier permis qu'il a jamais eu. Ça veut pas dire que c'est un nouvel arrivant. Quelqu'un arrive avec un permis d'études, après 3 ans, il change pour un permis de travail, post-diplôme. Après ça, il peut changer pour une autre sorte de permis de travail. J'ai dit, là, il y en a des centaines. Fait que c'est... ça non plus, c'est pas nécessairement le nombre qui mais pourquoi chez la notion de temporaire? Là? On parle de travailleurs migrants temporaires pour répondre aux besoins des entreprises, puis on parle d'étudiants étrangers qui sont dans le statut de temporaire. Pourquoi ça a explosé? Parce que ça a explosé, ça, ces dernières années. C'est sûr que, tu sais, à la base, tu sais, quand on regarde, il y a un groupe qui s'appelle de Toronto, c'est l'Initiative du siècle. Donc, c'est des gens qui viennent des milieux d'affaires, puis qui se disent, ben, il faut faire grossir l'économie, donc avoir un plus grand PIB. Plus qu'il y a de monde qui consomme, plus qu'on va vendre des REER, plus qu'on va vendre des bébelles, plus qu'on va vendre des chars. Ça, il faut faire grossir l'économie. Oui. Mais même sans la faire grossir, il y a des patrons qui disent, hey, on manque de monde. Bon, là. mais après ça, on manque de monde. C'est drôle, dans ce type d'économie du savoir-là, tu as comme deux types d'immigrants. Tu en as un, dans le fond, on veut des bras dans l'entreprise, puis d'autres, on dit on veut des cerveaux. Puis les cerveaux vont nous amener la grande prospérité. Je vais s'interrompre. Ben oui, parfait. Vas-y. Parce que vraiment, les gens de ce groupe-là, que je nomme toujours en anglais, parce que vraiment, il n'y a pas de francophone. Comment il s'appelle? C'est Century Initiative. OK. Pour la forme, ils traduisent, mais Century Initiative, ils ne se préoccupaient pas du statut. Ce qu'ils disaient, ça prend une population plus grande. Ça prend plus de monde. Ça prend plus de monde. Plus de monde qui arrive, c'est sûr que l'économie va grandir parce qu'il y a plus de monde qui dépense. Et qui, fait que c'est ça. C'est une logique productiviste capitaliste, là. Mais c'est pas productif du tout, là, finalement. Non. Mais quand même. Mais il y avait plein d'autres raisons pourquoi on trouvait que c'était bien, là, la question de l'immigration temporaire. Au tout début, là, c'était même un peu plus vite d'avoir un permis temporaire que d'avoir l'immigration permanente. Je ne dirais pas là-dedans, mais on avait un système où on traitait toutes les demandes en ordre chronologique et manuellement checkait des points. On rejetait la moitié. Maintenant, avec le nouveau système, les gens inscrivent dans le système qui sont intéressés à émigrer au Québec, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Et un algorithme va aller chercher des gens qui ont des caractéristiques qu'on cherche et on va les inviter à faire une vraie demande. OK. Mais là, toi, tu dis, par rapport à l'initiative du 21e siècle, là, oui, qu'il y a bien d'autres raisons qui expliquent qu'il y a eu une augmentation significative de l'immigration. Veux-tu continuer là-dessus? Mais c'était surtout économique. Bon, mais il y a eu des modèles d'affaires. Donc, exemple, il y a un paquet... Économique, mais donc, il y a des institutions qui se sont créées à peu près de toutes pièces où est-ce qu'on s'est dit, il y a une manne. On va aller chercher des étudiants étrangers, puis on va faire des formations X, Y ou Z puis on va vendre, dans le fond, l'idée que ça va aller assez vite pour avoir un permis de travail qui va amener éventuellement à une résidence permanente. Donc, il y a eu un modèle d'affaires qui a été développé, puis quand tu regardes au niveau des universités, au niveau des collèges, au niveau des institutions de type collégial non subventionné, il y a eu vraiment on veut aller chercher de l'argent. Puis là, je reviens sur le monde universitaire. C'est clair qu'on revient à 2012. 2012, le printemps érable. Bien, dans le fond, ce qu'on choisit collectivement, c'est de dire qu'il faut garder les frais de scolarité bas. Mais les gouvernements néolibéraux, donc de droite, donc qui disent finalement on n'investit pas en éducation puis ça va devenir un bien privé, bien, comment les universités vont se financer, elles, pour maintenir leur niveau de qualité? Puisqu'on garde les frais de scolarité bas et le gouvernement ne veut pas compenser par en arrière. Donc, c'est la course aux étudiants étrangers. Donc, les étudiants étrangers vont venir mettre de l'argent dans le système des universités pour faire en sorte qu'elles aient le même montant d'argent qu'elles avaient avant, quand les gouvernements
investissaient dans les Ces universités. étudiants étrangers, Anne-Michel, qui débarquent, eux, ils se font promettre que peut-être un jour, ils vont pouvoir faire la demande de résidence permanente. Tout le monde, c'est l'appât. C'est l'APA. C'est l'appât. Puis, c'est pas, ils vont pas, il y aura rien d'écrit. Je serais très surprise. J'ai vu quelque chose dans le journal l'autre jour qu'il y avait un contrat disant qu'il y aurait accès au PEC. Je doute fortement. Il n'y a jamais quelque chose d'écrit. C'est comme, c'est disponible. Au programme d'expérience Il est québécoise, oui, ouais. c'est ça. Ça fait que c'est les étudiants étrangers, et surtout quand on a commencé à ouvrir la porte à des gens qui étaient déjà ici, c'était souvent les étudiants étrangers qu'on pensait. Mm-hmm. Et c'était, du point de vue des gouvernements, c'était strictement économique. C'était pour payer les postsecondaires. Mm-hmm. Ça, c'est les provinces autant que le fédéral. Tout est pas la faute du fédéral. Le fédéral voulait avoir ces gens-là qui pouvaient augmenter la taille de la population. Donc, on voulait qu'ils restent. On avait des gens qui voulaient, pour le commerce. Là, au début, là, Harper, là, quand il a commencé à encourager les étudiants étrangers de venir et de rester, puis tout ça, il donnait une voie rapide à des étudiants de certains pays, comme l'Inde ou l'autre, qui, parce que ils voulaient faire du commerce. Du commerce avec l'Inde. Oui. Donc, tu es dans une logique de mondialisation, Absolument. d'intégration économique. Donc, on va plus vite sur la question. Les étudiants étrangers dépensaient... ils contribuaient à 21 milliards de dollars au PIB. C'était en 2018. C'est plus que les pièces d'auto. Donc, ils font plus que financer les écoles, ils contribuent. C'est une question économique. OK. Malheureusement. OK. Parce que les étudiants, ils viennent pour étudier la plupart. Oui. La plupart. Il y avait toutes sortes de manigances. Mais c'est OK, mais sur le dos des jeunes. Oui. Mais si ça explose, on peut mettre des guillemets si vous voulez, là, mais s'il y a eu une augmentation substantielle des temporaires, tant au niveau du monde du travail que des études, ça pose après ça une question, puis je veux pas qu'on passe 20 minutes là-dessus, là, mais de la capacité d'accueil. Parce que souvent dans le débat, puis on va pas là, mais il y a des gens qui vont dire « Ah non, parlons pas de capacité d'accueil, parlons de volonté d'accueil. » Parce que ça a l'air fermé, la capacité d'accueil. T'en penses quoi, toi? Ben, la capacité d'accueil, exemple, donc, si 2/3 des travailleurs étrangers temporaires puis des étudiants, dans le fond, n'ont pas la capacité de parler français. Mm-hmm. OK? On exclut les gens en agriculture, mais tous ceux qui sont des On vient étudiants... au Québec, là. Ouais. Ben, on est plus montréalo-centriste quand on parle de ça. Si ils n'ont pas la capacité de parler en français, puis qu'on leur dit, ben, au bout de 3 ans, ben, tu pourrais peut-être postuler pour, puis si on n'a pas assez de profs de français, de classe... Ou si on fait comme la CAQ, puis on coupe d'un cours de francisation, mais là. si on n'a pas ça, ben ça veut dire que... Mais ça s'évalue, ça. Quelqu'un qui part du niveau 0 puis qu'on veut l'amener au niveau à peu près 7, 8, c'est 1500 heures de cours. 1500 heures de cours à 20 heures par semaine. Ça fait 1 an et demi de cours. 1 an et demi de cours. Ça veut dire que l'immigrant, lui, il faut qu'il fasse 1 an et demi de sa vie où il prend 20 heures de sa vie à chaque semaine pour étudier. Et c'est un 20 heures par semaine où il ne travaille pas. Donc, il y a une perte monétaire pour l'immigrant. Donc, est-ce qu'on a la volonté d'accueil? Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'on se dit, on va donner 400$ par semaine à tous les étudiants pour les garder sur les bancs d'école? Parce qu'on a une volonté collective d'accueillir des gens qui vont venir contribuer à l'économie et qui vont contribuer au français. Quand on parle de capacité et de volonté, c'est tout ce qu'on met en place pour réussir. Toi, tu le prends sous le plan de la langue, mais quand on parle de capacité d'accueil, ça rejoint autre chose aussi, là. Loger. Oui, c'est ça. Là. Moi, l'expression volonté d'accueil, je ne suis pas sûre ce que ça veut dire. C'est assez nouveau là, comme expression. Si on parle de la volonté de la population, je ne suis pas vraiment inquiète au Québec. On a une population pas mal ouverte et accueillante. Là, c'est pas... Mais peut-être qu'on veut dire que la volonté, un peu comme Éric dit, du gouvernement de s'assurer que tout est en place pour bien accueillir des gens. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour moi, là, je suis assez pratico-pratique. Y a-t-il des logements, surtout locatifs, abordables, disponibles pour les personnes qui arrivent? Puis on ne sait pas combien arrivent parce que, comme je dis, on ne compte pas ça. Les places en garderie, dans les écoles, dans les classes d'accueil, si ce sont des jeunes qui ne connaissent pas le français, remarque, s'ils vont rester juste 3 ans, ils peuvent aller dans une école anglaise. Un accès à un médecin de famille,
un transport collectif, parce que surtout des personnes avec un statut temporaire, le problème, le système à 2 étapes, ça crée tellement de problèmes. Ils ont beaucoup de difficultés à obtenir un prêt pour acheter une voiture ou une maison ou quelque chose. Là. Ça fait que c'est ce genre de capacité d'accueil à quoi je pense. Et on n'a jamais examiné ces facteurs dans la planification de l'immigration permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se penche sur, y a-t-il assez d'écoles? Avant de décider combien on va laisser rentrer. Puis d'abord, temporaire, on n'a jamais décidé combien parce qu'il n'y avait pas de plafond. Bien, on n'y pense pas parce qu'on sait que la principale motivation, elle est économique là, pour répondre à des besoins immédiats, tant dans le marché du travail que dans le besoin, par exemple, d'avoir des gens qui financent les universités. On ne se comptera pas d'histoire, là. On comprend que la logique est économique et uniquement économique. Puis là, on n'a pas parlé des conditions de travail des gens. Dans les usines, dans les abattoirs, parce qu'on l'a vu, il y a eu des rapports aussi de l'ONU là, qui nous ont clairement dit qu'il y avait quasiment des situations d'esclavagistes. Là. Oui. Hein? C'était quand même assez... Bien, je veux dire, là, ça, c'est une autre affaire avec l'immigration temporaire. Surtout le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce programme-là, parce qu'il y a comme 2 programmes là, de permis de travail. Et c'est là, le Québec le contrôle. C'est là, les gens sont liés à leur employeur. Donc, les fameux permis fermés. Et c'est vraiment utile, donc, pour la régionalisation. Parce qu'on les recrute, puis on les envoie avec un employeur en région, et ils ne peuvent pas quitter. Pas une bonne idée d'orienter l'immigration vers les régions? Orienter, mais tu veux qu'ils soient captifs. Puis ensuite, on en fait même pour le personnel de santé. Le gouvernement... Pour les postes d'infirmières et de médecins qu'on sait qu'ils sont permanents, ce n'est pas un besoin qui va disparaître, on les fait venir sur un permis temporaire, même les Français. Puis là, finalement, là, quand le temps vient d'essayer d'avoir de la résidence permanente, leur permis est en train d'expirer, la résidence permanente n'arrive pas. Le système à 2 étapes a créé énormément de problèmes, et notamment en français aussi. Il faudra peut-être revenir un jour là-dessus, au principe de la première étape, là. Demande de résidence permanente à partir du pays d'origine et non à partir du moment où tu es ici, parce qu'on t'a attiré avec cette promesse-là. On crée l'illusion chez les gens qu'ils vont devenir résidents permanents et un jour citoyens canadiens, alors que c'est pas le cas. T'en penses quoi, toi? Bien, ça, c'est sûr que c'est une chose à faire, mais on est quand même, on ne se sortira pas de ça, on est quand même dans une économie capitaliste, dans une économie du savoir. Fait qu'il est clair que les universités vont toujours dire non, j'aimerais ça avoir des temporaires. Puis je vais en avoir de plus en plus. Puis on veut des étudiants au doctorat, à la maîtrise, qui vont venir d'Iran, qui vont venir de Chine. Fait qu'il va y avoir toujours une pression pour avoir ces temporaires-là. Maintenant, moi, je vais faire ma partie régime colonial au Canada. C'est que l'immigration temporaire, si on enlève l'aspect humain, donc tu décris qui est inhumain, en fait, l'aspect humain qui est inhumain, sur la question de la langue. Parce qu'il y a une réaction de la population par rapport aux politiques d'immigration. Je fais un aparté. Il y a un sondage qui a été fait par justement les gens de l'Initiative du siècle. Puis, en gros, c'est surtout pas au Québec qu'on est le plus réfractaire aux questions d'immigration. Ça, c'est pas au Québec qu'on est le plus réfractaire. C'est pas mal plus en Ontario puis en Alberta. Ceci étant dit, les raisons pour lesquelles les gens au Québec peuvent avoir une réticence, c'est que, dans le fond, au départ, l'immigration, la loi 101 s'était faite là-dessus, l'entente Canada-Québec, c'est de dire, s'il y a des immigrants qui arrivent, on veut qu'ils, au bout du compte, ils s'assimilent aux Français. C'est ça la chose qui est difficile. Donc, toute la question de l'immigration puis la question du français, bien là, on peut mettre des règles provinciales, mais si on en arrive à faire en sorte que celui qui arrive en plein cœur du centre-ville de Montréal, où est-ce que tout est anglo-normativisé par... dans le fond, le régime fédéral, par l'environnement, bien, ça va faire en sorte qu'on ne réglera pas le problème de la question de l'immigration permanente ou pas permanente en lien avec le dossier linguistique, puis en lien avec le fait qu'il y a une partie de la population qui se dit « Coudon, la langue dans la rue, quartier par quartier, est en train de changer à Montréal. C'est pas parce que les immigrants sont pas fins, pas parce qu'ils veulent pas apprendre le français, c'est qu'il y a... Bien, moi, je dirais, là, il faut comprendre là, que notre étude... faite là, sur les scénarios et les projections, démontrait très clairement qu'on arrête toute immigration. 0 immigration. Le déclin du français continue. Donc, c'est pas
les francophones sont en train de switcher vers l'anglais. Donc ça, ils acceptent de parler anglais dans le milieu de travail. Pour toutes sortes de raisons, ils font affaire avec des gens au Canada, tu sais, whatever. Mais ça se fait. Et donc, tu fais rentrer, effectivement. Mais moi, je suis un peu frileuse, il faut le dire, là. Le problème que moi, je vois avec l'immigration temporaire et le français, c'est que quand on savait que les gens venaient pour rester, les aider à apprendre le français, c'était normal. Les aider à apprendre le français quand il y en a des milliers qui vont partir, d'abord, on n'a pas les moyens pour tous les temporaires de les enseigner le français. Il n'y a pas de conditions linguistiques en arrivant. Ça, on ne l'a jamais fait, là. Le gouvernement pourrait faire ça. Mais donc, le problème pour le français et l'immigration temporaire, pour moi, c'est ça. C'est que ça crée une situation où on ne contrôle pas. Alors, quelle capacité qu'on a besoin quand on ne sait pas combien vont rester puis qu'ils vont... Les ressources ne sont pas illimitées au gouvernement. Ça veut dire qu'il faut bien être capable de déterminer quels besoins en francisation on aura besoin. Puis là, sans mettre plafond et sans mettre conditions linguistiques sur le temporaire. Je vous donne un 2 minutes chaque parce qu'on est déjà rendu à la fin. Comment on aborde cette question-là dans l'avenir, là, sur le plan politique, pour que la population, quelque part, comprenne et se mobilise autour de cet enjeu-là? Éric, tiens. Ben, moi, regarde, je reviens sur la question de la langue. Moi, je suis là pour parler de la langue, puis, principalement, je peux parler d'autres choses. Mais il est clair que dans un pays qui est un pays souverain, ben, tout le monde qui arrive ici, c'est clair que tout est mis en place dans l'environnement pour que tout le monde adopte le français. Donc, en France, tous les immigrants, qu'ils soient temporaires ou pas temporaires, je ne connais pas le système en France, bien, à un moment donné, ils vont parler le français, puis ils vont le faire dans l'espace public, puis éventuellement, ça va devenir la langue des enfants des gens qui émigrent. Tant qu'on est dans le Canada, bien là, on va être obligé d'y aller avec des mesures un peu par en arrière, puis d'essayer de rafistoler une espèce de bateau où est-ce qu'on espère faire en sorte de convaincre les gens qui vont apprendre le français, puis que ça va perdurer. On souhaite peut-être l'indépendance politique du Québec, mais le Québec a déjà des moyens quand même pour en contrôler une bonne partie de cette question-là. Oh, les pouvoirs, généralement, oui. Tu sais, on a un autre jour, peut-être qu'on parlera des demandeurs d'asile. Mais pour le reste, on a beaucoup de pouvoirs. On a laissé au fédéral gérer un programme de permis temporaire qui est extrêmement... c'est ça qui est où tous les différents permis, c'est ad hoc, ça a explosé. Le Québec a laissé Ottawa gérer ça. Oui, dans le sens que l'accord inclut toute l'immigration temporaire, mais quand ils ont créé, à un moment donné, le Harper, il avait pris le seul programme, le programme de travailleurs étrangers temporaires, ils ont coupé en deux, puis ils ont enlevé tous les permis qui n'avaient pas besoin de permission pour embaucher. C'était vraiment, donc, les profs qui arrivent pour 3 ans, là, les chercheurs qui sont sur un projet, les transferts à l'intérieur d'un groupe. Il y a des permis qui ne sont pas liés au marché du travail. Mais si on a laissé partir ça, ou si on a abandonné là-dessus, comment ça se fait que notre cher premier ministre autonomiste, là, qui passe son temps à essayer de revendiquer des trucs à Ottawa, n'est pas capable de mettre ça à la table des propositions pour rapatrier ces enjeux-là? Il réclame depuis quelque temps. Il l'avait abandonné cette année pour être pas, mais là, c'est revenu. Là, Robert, je l'ai demandé encore récemment. Je pense que Frochette a essayé, mais ils n'ont jamais abouti à s'entendre avec le fédéral qu'on s'occupe, puis on donne notre consentement à ces permis-là. Une minute. Une minute. Bien, écoutez, c'est clair qu'il va falloir continuer à en parler, puis la question des réfugiés, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est assez complexe. Jean-Yves m'a même écrit, me dire les réfugiés. Pour le commun des mortels, là, c'est extrêmement compliqué. Puis, c'est sûr c'est plus compliqué que ce que nous venons de discuter pendant 1 heure, les amis, on va être obligé d'organiser un colloque. Moi, je vais vous dire, je vais prendre le dernier mot de la fin. Moi, je trouve qu'au Québec, sur le plan politique, on est dû pour des États généraux sur la question de l'immigration. Je trouve qu'il se dit à peu près du grand n'importe quoi, souvent par des commentaires politiques, des commentateurs, et je trouve que la classe politique fait trop de politique sur la question de l'immigration et pas assez branchée sur le B.A.-bas
de c'est quoi l'immigration? Hey, on vient toujours bien nous-mêmes de l'immigration, là. Tu sais, on n'a pas poussé d'un arbre au Québec, là. Tu sais, on est tous... de Toronto, moi. C'est une fille de Toronto qui s'est super bien intégrée. Tu nous l'as démontré ce midi avec ton français. Immigrante moi-même. Donc, Anne-Michel, Éric Bouchard, je vous remercie infiniment. On va vous réinviter. On va trouver le moyen d'aborder à nouveau ces questions-là. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Jean-Yves Lemay. Alors, j'avais juste Éric dans la tête. Avec mon ami Jean-Yves Lemay pour le reste de l'après-midi. FM 103.3